regard chrétien sur la société. Sur les ondes de Radio Espérance, nous retrouvons Michel Coquillon. Chères auditrices et auditeurs de Radio Espérance, bonjour. Nous abordons aujourd'hui la deuxième émission sur la franc-maçonnerie. Et après avoir vu d'où elle vient, sa création au XVIIIe siècle, son organisation, son fonctionnement, nous voyons aujourd'hui la question de son influence. La maçonnerie est-elle partout, derrière toutes les grandes dérives politiques ou sociétales? Est-elle aussi puissante que certains le pensent? Ce sont ces questions donc que nous allons évoquer. L'objet de cette émission n'est pas, je le rappelle, d'encourager des fantasmes ou au contraire de minimiser les problèmes, encore moins d'inviter à entrer en guerre ou développer une haine contre les maçons. Il est d'essayer, malgré les difficultés, de mieux connaître ce que recouvre cette institution, d'essayer d'approcher de la vérité et de chercher s'il y a un positionnement chrétien sur cette question. La vérité vous rendra libre, nous dit saint Paul. Le secret qui entoure l'appartenance à une loge, ce qui s'y passe et les actions de ses membres, ainsi que d'ailleurs que le mystère entretenu sur l'initiation, tout cela rend difficile le discernement de ce qui relève de la réalité, de la communication publicitaire, du fantasme ou des on-dit. Cela impose aussi une prudence, mais sûrement pas le silence. Le secret conduit également à une impacité de toute l'institution et les dérives anti-chrétiennes ou les malversations que révèlent de nombreux scandales ne sont pas nécessairement le fait de toutes les obédiences de tous les francs-maçons. Certains sont probablement plus soucieux de défendre la liberté religieuse, la famille, la vie que d'autres. S'il y a une responsabilité collective, tous les francs-maçons ne sont bien évidemment pas à mettre dans le même sac. Alors une première question, la franc-maçonnerie joue-t-elle vraiment un rôle important? On peut d'abord constater que la franc-maçonnerie a joué un rôle dans l'histoire de la France. La Révolution française a été largement préparée par les Lumières, ancêtres de la franc-maçonnerie, et l'influence de maçons comme Voltaire, d'Alembert, Diderot, de Montesquieu, a pesé lourd. En 1789, presque toutes les figures révolutionnaires sont des francs-maçons. Robespierre, Danton, Mirabeau, Desmoulins, Couthon, Lafayette, Rouget de Lille, etc. Et si la famine en 1789 a été un élément déclenchant qui a entraîné le soulèvement et la mobilisation du peuple, ce sont les révolutionnaires maçons, bourgeois pour la plupart, qui ont pris le pouvoir et rédigé la Constitution de 1789. Le document qui a été publié en 1789 est illustré par le triangle et le combat, symbole de la franc-maçonnerie qui revendiquait donc cette constitution. La persécution et le massacre des catholiques, en particulier en Vendée, par les révolutionnaires, s'inscrivaient bien dans la volonté d'éradiquer le catholicisme. Or, à ce jour, ce massacre d'une population de plusieurs centaines de milliers de personnes n'est toujours pas qualifié de génocide. Alors voyons la réalité de la présence maçonnique en France.
Si on se fie aux chiffres à prendre avec précaution, que j'avais déjà cités dans la précédente émission, on aurait de l'ordre de 130 à 180 000 frères, toutes obédiences confondues, c'est-à-dire moins que le plus petit des syndicats de salariés représentatifs, par exemple. Les francs-maçons sont donc très minoritaires, mais ils occupent de nombreux postes clés dans un peu tous les domaines, à commencer par la politique, l'administration, la justice, le syndicalisme, la police, la finance, les services publics, je pense à l'EDF, à la SNCF, etc. Pour ne citer bien sûr que ces lieux où ils sont présents. Et dans ces postes, ils peuvent influer directement sur les décisions, mais aussi aider à la promotion dans les responsabilités de leurs confrères. Ils élargissent ainsi le pouvoir de la franc-maçonnerie dans ces administrations. Celle-ci recrute dans toutes les grandes écoles ou universités, l'ENA, Sciences Po, Normal Sup, Saint-Cyr, pour ne citer que celle-là. Et elle priorise évidemment les hauts potentiels en termes de carrière, par exemple. Cela peut laisser présager des échanges très riches dans les loges, mais c'est aussi, pour ceux qui s'y engagent, la possibilité, pour ne pas dire la garantie, d'une carrière privilégiée. La maçonnerie a donc une influence directe, mais elle a aussi une influence indirecte via l'entrisme dans les mouvements, les associations ou les partis politiques. Si l'initiation est un développement personnel, le but des loges est bien d'influer sur le milieu pour le faire évoluer vers l'idéal, cet idéal que définit l'approche maçonnique. Un frère est donc appelé à influer directement dans le cadre de son travail ou de ses engagements, mais l'influence ne se limite pas à ça. La maçonnerie recrute donc également dans le monde associatif syndical, partout où il y a du pouvoir et de l'influence pour peser sur le pays. C'est ainsi qu'elle fait de l'entrisme dans toutes les directions. Quand elle ne contrôle qu'une partie des dirigeants d'un mouvement ou d'une administration, elle n'a pas besoin de la totalité pour peser en influant sur les débats de l'organisation et en favorisant, chaque fois qu'elle le peut, l'entrée de nouveaux frères au poste clé. Cela permet donc de porter les exigences de la maçonnerie en premier par les positionnements d'associations, de partis politiques. On le voit par exemple dans des mouvements comme l'association du droit de mourir dans la dignité, qui porte les positionnements de la franc-maçonnerie, mais aussi en imposant, là où elles sont, en interne, des débats qui affaiblissent les positionnements hostiles de l'organisation aux orientations maçonniques. Lorsque les médias nous disent que la plupart des syndicats de salariés et patronaux auraient des secrétaires généraux au président en loge, FO est d'ailleurs souvent le plus cité avec peut-être l'UNSA, cela peut parfois aider à comprendre les rebondissements dans certains dossiers sociaux. La franc-maçonnerie est également fortement représentée dans le monde politique, ne serait-ce que par le recrutement des personnes ayant du potentiel ou des responsabilités au niveau local ou national, comme nous voulons dire, et les frères en loge peuvent voir leur carrière politique donc boostée ou freinée par la solidarité fraternelle. Et ils aident ensuite, lorsqu'ils ont pris des responsabilités, ils aident ensuite d'autres confrères.
Ainsi, nous disent les personnes informées, il ne serait par exemple pas possible d'être élu président de l'Assemblée nationale, du Sénat ou du Conseil économique et social sans être frère. Cela en dit long sur leur place, leur nombre et leur influence dans ces institutions, mais aussi sur leur possibilité de verrouiller certains débats. La présence de nombreux frères dans les états-majors locaux ou nationaux des partis politiques favorise cette dérive. Leur présence dans les postes clés au gouvernement de la Ve République permet également d'impacter directement sur les positions politiques. L'audiovisuel public est lui-même sous contrôle. La présidence de chaînes de télévision n'échappe pas à cette mainmise. Une part non négligeable des journalistes, même de droite, dit-on, sont des frères. Et pas seulement dans les chaînes publiques. Comment ensuite s'étonner du parti pris à peine déguisé de beaucoup de médias lorsqu'ils traitent de sujets comme la manif pour tous, l'avortement, l'euthanasie, etc. Un conseiller chrétien qui aurait aimé être candidat pour représenter le Conseil économique au CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, s'est entendu répondre par quelqu'un d'expert « Tu peux présenter ta candidature, mais tu n'as aucune chance. Ce poste est réservé aux frères. » Et c'est bien un franc-maçon, effectivement, qui a été élu. La maçonnerie pèse ainsi très lourd sur l'opinion publique qu'elle contribue à favoriser. De très nombreuses affaires qu'on qualifierait de politico-financières montrent cette influence. Les scandales sont nombreux et il faudrait plus d'une émission pour tous les citer, tous les aborder, mais on peut citer celui de la mutualité française, le fameux scandale de la GMF, la mutuelle des fonctionnaires, la magistrature du Midi et l'affaire des marchés truqués de l'Île-de-France, avec les HLM de Paris et des Hauts-de-France, l'affaire de la DCN de Toulon, l'affaire du tribunal de Nice, les affaires de la mairie de Nîmes, l'affaire Elf, et bien d'autres comme la Société Générale, le Crédit Lyonnais, Clearstream. Et dans ces affaires, donc, on trouve un point commun souvent évoqué, la maçonnerie. Y a-t-il un marché public ou un scandale important qui échappe aux frères? Plaisantin de mes collègues. Si ces dérives ne représentent pas toute la maçonnerie, il faut le redire, elles montrent à quel point la solidarité maçonnique, donc couverte par le secret, peut conduire à des dérives. Les grands maîtres de plusieurs obédiences annoncent d'ailleurs lutter contre ces dérives. Le peuvent et le veulent-ils réellement s'ils ne s'attaquent pas aux vraies causes, à commencer par le secret d'adhésion, par recherche de pouvoir ou d'argent, et en luttant contre le devoir de solidarité qui conduit à couvrir des choses inacceptables ou à faire du favoritisme, par exemple, dans l'embauche. Dans ce contexte, on peut comprendre encore mieux l'appel de Jean-Paul II « N'ayez pas peur ». À ce stade, quelques témoignages sur les résultats de l'action maçonnique. Une amie, dont le mari est d'un grade relativement élevé de la maçonnerie dans le sud de la France, a dû aller jusqu'en cour de cassation lors de son divorce pour faire reconnaître des droits pourtant inscrits dans des actes notariés. Son époux avait fait ce qu'on appelle l'appel aux frères auprès du tribunal, et cela rappelle d'ailleurs l'affaire du tribunal de Nice et des magistrats qui ont été condamnés pour collusion d'intérêts alors que le juge de Montgolfier, qui instruisait l'affaire, a subi de véritables persécutions. Un ami qui tenait un restaurant
qui marchait très très bien, a annoncé qu'il quittait sa loge suite à une conversion au catholicisme. Du jour au lendemain, il a perdu une part importante de sa clientèle, et en particulier les agapes, c'est-à-dire les repas de loge, et ceux plus discrets où se négocient les marchés publics locaux. Et c'est sa banque qui lui a porté le coup de grâce à sa première difficulté financière. Autre exemple, Maurice Caillet, médecin qui a quitté la maçonnerie, témoigne des mêmes persécutions, à commencer par son licenciement de la sécurité sociale. Son témoignage est d'ailleurs accessible sur YouTube ou dans ses livres. Autre témoignage plus personnel, sur des sujets comme l'éducation, la famille, la fin de vie, au Conseil économique, social et environnemental, il n'était pas possible d'avoir de vrais débats. Ceux-ci étaient complètement verrouillés. Et je peux témoigner de l'impossibilité d'avancer un vrai débat sur la famille lors de la saisine qui faisait suite à la pétition de la Manif pour tous. Les présidents du CESE, de la section, le rapporteur et bien des conseillers s'inscrivaient dans ce qui ressemblait beaucoup à une entente et peut-être élaborée dans la fraternelle. C'est ce dont je suis personnellement convaincu. Alors, les divergences d'intérêts entre obédience ou frères ne neutralisent pas complètement leur pouvoir lorsqu'ils font intervenir une fraternelle pour arbitrer. Cette fraternelle regroupe des frères de toutes les obédiences, lorsque plusieurs obédiences sont en cause, et prononce des arbitrages que les initiés, c'est-à-dire les adhérents à la franc-maçonnerie, s'engagent à respecter. Un excellent ouvrage de la journaliste Sophie Coignard, qui s'intitule « Un État dans l'État », sous-titré d'ailleurs « Le contre-pouvoir maçonnique », montre l'emprise donc de la franc-maçonnerie dans l'État. Pas un secteur de la haute administration, en particulier par exemple le ministère de l'Intérieur, les services publics comme EDF, les chambres de commerce, tout ce qui est politique publique, banque, sport, rien n'y échappe. Les témoignages d'anciens maçons convertis comme Maurice Caillet ou Serge Abad-Gaillardeau, la multitude d'articles également de journaux montrent qu'il ne s'agit pas de fantasmes. Je cite, « Des lois contre l'avortement, l'euthanasie ou le mariage homosexuel ont été étudiées et mûries dans les loges avant d'avoir été votées par les députés », nous dit Serge Abad-Gaillardeau, ancien franc-maçon. Alors les présidents de la République sont-ils francs-maçons ? Alain Boer, ancien grand maître du Grand Orient de France, prétend que non. Mais il reconnaît que cette affirmation se heurte à une réalité, le secret d'appartenance. Si Valéry Giscard d'Estaing avait envisagé, nous dit la presse, d'entrer en loge, il aurait renoncé, mais ses successeurs n'ont pas reconnu une telle appartenance, mais en tous les cas, ils ont été entourés de francs-maçons. Nicolas Sarkozy embrassait la maçonnerie lorsqu'il était ministre de l'Intérieur et futur candidat au présidentiel. Son secrétaire général à l'Élysée et au moins un ministre de l'Intérieur, pour ne citer que ces personnes, étaient considérés par la presse comme des francs-maçons. Et ils pesaient lourd, beaucoup plus lourd que les quelques chrétiens du cabinet, quand ceux-ci d'ailleurs n'ont pas démissionné à force de ne pouvoir être entendus. François Hollande était entouré de ministres en loge, plutôt au Grand Orient de France, et Emmanuel Macron a été élu avec l'aide décisive des obédiences, et il a débuté son septennat par une cérémonie au Louvre où tous les symboles maçonniques étaient présents. Que les présidents soient en loge
ou joue le jeu de la maçonnerie en désignant des frères aux postes clés du gouvernement, comme par exemple le ministère de l'Intérieur, ou s'appuie sur eux, est-ce vraiment différent ? Alors, la question qui est parfois posée, les catholiques en loge. Pour moi, la réponse est oui. Il y a des catholiques en loge, puisque certains s'en revendiquent pour réclamer que l'Église revoie sa position par rapport à l'appartenance maçonnique. Des événements que j'ai vécus ne peuvent s'expliquer sans l'appartenance de catholiques à une loge. Je pense par exemple à l'élection d'un catholique à un poste réservé aux francs-maçons, tel forum annuel catholique où l'invité d'honneur et nombre d'intervenants sont année après année des maçons, reconnus ou pas d'ailleurs, telle institution catholique qui embauche à un poste de haute responsabilité un maçon notoire. Tout cela pose question. Mais les interrogations que cela suscite sont d'abord dues au secret d'appartenance. Si l'intéressé ne dévoile pas lui-même ou n'est pas désigné par un initié comme tel, on ne peut qu'en rester au soupçon. Nous nous trouvons donc devant une difficulté, ne pas porter d'accusations sans preuve, ne pas voir des maçons de partout, mais être conscient du mal qui peut résulter de cet entrisme. Nous reviendrons là-dessus dans la prochaine émission. Quant à l'existence de loges catholiques, si cela s'est confirmé à la fin du XIXe siècle, je manque d'éléments pour confirmer cette affirmation avec des éléments plus probants que des doutes. La prudence m'interdit donc de conclure. Par contre, l'affaire de la loge P2 en Italie, et donc le scandale de la Banque Ambrosiano et de la Banque du Vatican auquel était mêlé Monseigneur Marquintus, un prélat romain, donc venu des États-Unis, montre que même le Vatican n'a pas totalement été épargné, et encore moins l'Italie, par ce type de scandale. La conséquence de tout ça, c'est que, outre les scandales, la maçonnerie impacte beaucoup sur la culture chrétienne en France, et au moins pour certaines obédiences, pas forcément pour toutes, contribue au développement d'un relativisme destructeur dans tous les domaines et peut s'appuyer maintenant sur des relais efficaces un peu partout. Tous les francs-maçons, je l'ai dit et je le redis, ne sont pas à mettre, comme on dit, dans le même sac. J'ai pu constater dans mes rapports avec le monde politique, au Conseil économique, que les francs-maçons ne sont pas tous dans une logique destructrice des valeurs chrétiennes. Certains appliquent leur humanisme à ce qu'ils voient comme le bien de l'homme. Mais la solidarité maçonnique, pour moi, entache leur engagement. Dans les frères que j'ai fréquentés, certains m'ont paru de vrais humanistes, même si leur humanisme n'était pas l'humanisme chrétien que je défends. Leur activité n'en faisait pas des affairistes ou des personnes avides de pouvoir et d'argent. Nous verrons dans la prochaine émission les dangers spirituels d'entrer en loge, mais si certains, peut-être une majorité des maçons y trouvent un moyen d'avoir plus de pouvoir, de relations, de protection, d'autres y entrent par l'intérêt pour l'ésotérisme, les perspectives de développement intellectuel, l'humanisme et peut-être pour d'autres raisons intellectuelles. Cela gangrène beaucoup d'aspects, par contre, de la vie de notre pays, et cela m'appelle à la prudence et à suivre l'appel de Jésus, ne pas juger les hommes. Alors en conclusion, oui, la maçonnerie est puissante, mais son pouvoir se heurte à une réalité contre laquelle elle ne peut rien. Le Christ a vaincu la mort et le péché, et son pouvoir se heurtera toujours à cette réalité. Si Satan a trouvé là un levier extraordinaire pour répandre le mal, un des moyens donc du grand combat, je sais que le Christ est et sera toujours vainqueur, donc n'ayons pas peur.
Matthieu nous dit « Ne craignez donc pas ces gens-là, rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Ce que je vous dis dans les ténèbres, dites-le en pleine lumière. Ce que vous entendez au creux de l'oreille, proclamez-le sur les toits. » Si certains, à commencer par Marthe Robin, prédisent la chute de la maçonnerie comme un royaume divisé par les concurrences, les conflits d'intérêts, le mal que fait, par exemple, son influence sur le respect de la vie, sur la famille, sur la destruction des repères dont elle est responsable ou complice, provoquera tôt ou tard sa mise en cause, voire sa chute. Et ceci en particulier quand notre société vivra pleinement la nocivité de ce qu'elle défend. En attendant, prions, comme nous y invite Léon XIII, pour que la vraie lumière rayonne et demandons à Saint Michel Archange de nous défendre et de défendre notre pays dans ce combat. Je vous remercie de votre attention et vous dis à bientôt sur les ondes de Radio Espérance. Regard chrétien sur la société.